Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film culte de la fin des années 90 ou début 2000, ça dépend en fait des dates de sortie, 1999 aux États-Unis, janvier 2000 en France, Sixième Sens. Et il s'agit en fait du troisième long métrage de M. Night Shyamalan, après un premier essai underground, Praying with Anger, difficilement trouvable si ce n'est en qualité assez moyenne et en VO sur YouTube, et un flop total pour sa première collaboration avec un studio hollywoodien, Éveil à la vie, Wide Awake, qui n'est même pas sorti en France. Mais tout ceci ne l'a pas empêché de monter ce projet assez ambitieux, un drame fantastique et psychologique qui va le faire connaître à l'international, et dans lequel nous retrouvons Bruce Willis, dans un rôle plus ou moins à contre-emploi, même s'il y avait eu l'armée des 12 singes avant, mais loin, on va dire, de sa période actionneur. Et à ses côtés, la jeune révélation Haley Joel Osment, qu'on avait déjà vu dans un petit rôle à la fin de Forrest Gump, ou dans Bogus, mais qui ici va exploser grâce à une interprétation remarquable. Il aura une très belle prestation aussi peu après dans le merveilleux AI Intelligence Artificielle de Steven Spielberg. Il y a aussi Toni Collette, qui joue la mère de l'enfant, Olivia Williams, l'épouse du personnage de Bruce Willis, Donnie Wahlberg, le frère de Mark Wahlberg qu'on retrouvera dans un autre Shyamalan quelques années après, le jeune Trevor Morgan, qui sera plus longtemps à l'affiche peu après dans Jurassic Park 3, et M. Night Shyamalan lui-même, qui fait un caméo comme dans la plupart de ses brûlots, parce que il aime bien Hitchcock, et, voilà, il s'implique beaucoup dans ses projets, donc des fois, hop, fait coucou. Alors attention, précision importante, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez jamais vu le film, je vais commencer par évoquer le synopsis et mon avis, sans spoiler, mais à un moment, pour l'analyse, je serai obligé de révéler certains pans de l'intrigue. Donc vérifiez bien le timecode, de toute façon je préciserai. Alors ce film se déroule, enfin l'histoire, à Philadelphie, qui est la ville fétiche de M. Night Shyamalan, parce que c'est un enfant du pays, et je crois que pratiquement tous ses films se déroulent là-bas. Et on va suivre un psychologue pour enfants, qui célèbre avec son épouse, en toute intimité chez eux, la réception d'un prix. Voilà. Et à un moment, ils se font attaquer par un homme qui a pénétré par infraction, qui s'avère être en fait un ancien patient qui est bien grandi du docteur Malcolm Crowe, qui n'a pas pu aider. Et malheureusement, cet homme qui est très borderline psychologiquement va tirer sur notre héros et se suicider derrière. Quelques mois sont passés, le docteur s'est remis de ses blessures et déambule dans les rues. On sent qu'il est quand même très éloigné de son épouse, quelque chose s'est cassé suite à cette tragédie, et il décide d'aider un jeune garçon qui s'appelle Cole Sear, qui a à peu près les mêmes problèmes psychologiques donc, que cet homme qui va tirer dessus, et en forme de rédemption, il veut à tout prix résoudre les problèmes de l'enfant, voilà, pour se racheter. Donc au fil des entretiens très intimes entre les deux, on va apprendre pourquoi le petit Cole souffre, lui qui a des blessures physiques, qui va pas très bien mentalement, qui est rejeté à l'école, même harcelé. Et un mystère va s'épaissir, on va rentrer tout doucement dans du fantastique, ou pas, à un moment il y a quand même un doute de la part du docteur, mais très vite il va se rendre compte de certaines choses. Et évidemment, il s'agit du premier film que j'ai vu de M. Night Shyamalan, alors pas au cinéma, mais je crois que c'était sur Canal+, quelques mois après. Et j'avais été bluffé déjà par l'ambiance globale, et évidemment, comme tout le monde, hein, j'imagine, par la fameuse révélation finale. Hein. C'est l'une des fins les plus connues du cinéma moderne, et beaucoup de gens qui n'ont pas vu Sixième Sens savent comment ça se termine, mais peu importe, on va faire comme si. Mais ce n'est pas un brûlot qui ne fonctionne que par ce twist. Du tout. Sinon, on n'aurait retenu que le premier visionnage. Et là, c'est peut-être, je sais pas moi, la 10e fois que je le vois, il y a toujours une grande force qui émane d'un visionnage du Sixième Sens. Même, justement, en sachant ce qui se passe, ça te permet de te replonger avec un autre regard dans l'ensemble, et tu te rends compte que c'est super bien mené. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on se rend compte de la grande réalisation de M. Night Shyamalan, qui impose directement ici son style. Formellement c'est brillant, alors c'est peut-être pas ultra abouti par rapport à ce qu'il pourra peut-être faire par la suite, et encore, ça se discute. Il y a une forme de simplicité dans une précision ici de mise en scène remarquable, et dans une narration à toute épreuve, un scénario super bien écrit, et cette relation entre les personnages Haley Joel Osment et Bruce Willis, donc les deux acteurs, c'est éclatant.
déjà, précision là-dessus, c'est l'un des meilleurs rôles de Bruce Willis, même si par la suite Incassable, ça sera, voilà. Et puis il y a eu L'Armée des 12 singes, qui pour moi, son meilleur rôle au cinéma. Mais voilà, ici, tout passe par le regard. D'ailleurs, jeu de regard des deux. Hein. Lui, avec donc notre psychologue, là, qui est intense sur les récits de l'enfant, auquel il s'attache très vite. Et puis, magnifique de voir un gamin aussi bien joué. C'est très rare, hein, mais c'est juste, jamais dans le surplus. C'est toujours dans une émotion bien retenue et psychologiquement dure. On voit qu'il est rentré dans son personnage, ce qui est un véritable exploit pour quelqu'un qui devait avoir 10-11 ans au moment du tournage. C'est remarquable. Rien que pour ça, tu peux revoir le film des centaines de fois et être touché par ce qui se passe. Et puis l'évolution du petit, justement, par rapport à ce dont il souffre et ce qu'on apprend par la suite, c'est très fort. Et bien sûr, Shyamalan brille, donc, je l'ai dit, par sa mise en scène, et toutes ces séquences qui durent, il laisse la caméra, parfois posée, hop, on regarde, parfois elle suit plus ou moins les personnages et les actions, plan séquence ou pas, point de vue subjectif, tout y passe, tout est millimétré. Et c'est pour ça qu'on est totalement impliqué dans ce duo, parce que le film fonctionne à 80% sur ce duo-là. Très peu d'interaction, si ce n'est l'enfant avec la mère, et le mari avec son épouse, ou pas, justement, parce qu'on apprend, là, après la tragédie, que ça va pas bien dans le couple, elles se sont totalement déprimées. Il faut dire quand même que tout nous est présenté comme cet homme sacrifie tout pour son travail, il le dit même à sa femme au début, avant de se faire tirer dessus, tant et si bien que cette tragédie-là a totalement éloigné le couple, qui quand même vit encore ensemble, c'est bizarre. Et arrivent les révélations. Alors la première, je vais faire quand même une zone spoiler pour cela, même si c'est évoqué dans un synopsis ou dans des bandes annonces. Donc le mal dont souffre le petit. Attention, arrêtez là si vous n'avez pas vu le film, et hop, spoiler. Il souffre de visions qui n'en sont pas. Au début, bah, voilà, quand il dit à son docteur, la fameuse scène connue, hein, je vois des gens qui sont morts, forcément celui-ci ne le croit pas, irrationnel. Mais très vite, il se rend compte que le patient donc du début qui lui a tiré dessus avait ce même problème, et voilà, en écoutant un enregistrement, oui, en effet, il y a un fantôme et tout. Donc, Cole voit des fantômes qui déambulent et qui ne savent pas qu'ils sont morts, ou qui le savent mais qui refusent de partir, et qui ont besoin d'aide, mais qui le harcèlent. Enfin, lui, il a cette hantise sur lui, c'est pour ça que ça va très, très mal, et il se fait même donc blesser par ces entités-là. Et donc là, c'est profondément dur. Voilà. Et après, bah, cette deuxième révélation finale, qu'on ne voit pas venir la première fois, bon, il y a des gens qui disent qu'ils l'avaient vu venir au premier visionnage, peut-être. Bon, pourquoi pas, il y a des indices, hein, de toute façon. C'est qu'il s'avère que donc notre docteur Malcolm Crowe n'a pas survécu au début. Il n'est pas blessé, mais il est mort quand l'autre lui tire. Voilà. Et l'ellipse qu'on voit après, ben, c'est un fantôme comme les autres, enfin, comme les autres que Cole voit. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interaction avec son épouse et qu'on les voit que interagir tous les deux. Hein, le docteur, il ne parlera jamais à d'autres gens. Ouais. Et c'est ça qui est très fort, parce que bah, tu as cette révélation finale qui est remarquablement mise en scène avec la musique de James Newton Howard, c'est brillant, c'est extraordinaire, voilà. Mais quand tu portes un autre regard sur un autre visionnage, tu vois les détails, c'est fort, notamment le froid. Dès qu'il y a des fantômes, il fait froid, l'isolement qui est là. De toute façon, notre docteur Bruce Willis, il traverse tout le brûlot comme un fantôme d'emblée. Il garde les mêmes vêtements, il n'arrive pas à ouvrir une porte, c'est bizarre, même au resto, sa femme l'ignore, c'est improbable sur le papier. Mais la force de Shyamalan, c'est que pendant 1h30-40, il nous aura fait avaler les couleuvres, et c'est que ça marche, c'est crédible, alors que pourtant, avec le recul, tu te dis, mais on aurait dû s'en rendre compte. Ça, c'est le génie Shyamalan. Et il le fera dans d'autres films par la suite, même si ici, c'est peut-être son twist le plus connu. Quand bien même, M. Night Shyamalan, et ça je le précise ici, n'est pas qu'un réalisateur à twist, loin de là. Et ça, c'est important. Voilà. Et justement, ici, la force de Shyamalan, c'est que on comprend avec pas mal de codes. Bon, le froid, voilà, mais aussi les couleurs, puisque le rouge ici signifie danger, signifie donc ici présence d'entité, et le rouge qui reviendra dans pas mal de ses films, toujours avec cette même symbolique. On peut penser au Village, par exemple. Hein. Code des couleurs, idée de mise en scène, tout ça, tout est, voilà, c'est très fin. Et quand tu revois le film, tu te dis, bah, il a pensé à tout.
sans forcément trop donner l'indice non plus, pour qu'on puisse être surpris sur la révélation finale. Et là-dessus, je dis bravo à Monsieur M. Night Shyamalan. Est-ce que c'est son meilleur film? Ça, c'est une autre question, et c'est difficile d'y répondre. Je referme la zone spoiler, finalement, je vais pas aller plus loin que cela dans l'analyse, parce que c'est un film que beaucoup de gens ont vu et revu, et puis il y en a certainement plein qui en ont parlé en long, en large et en travers, que ce soit en vidéo ou par écrit ou podcast. Mais j'ai voulu surtout ici donner mon ressenti sur mon entrée en matière dans le cinéma de Shyamalan. Difficile à dire si c'est celui que je préfère, avec le recul c'est toujours le premier, donc il y a quelque chose, mais vu ce qu'il fera par la suite, notamment Incassable, qui va ailleurs, plus loin, mais dans cette même aussi mouvance solennelle, avec une ambiance et une précision de mise en scène. Voilà. M. Night Shyamalan, quoi qu'on en dise, c'est un réalisateur très marquant, souvent brillant, il y a eu des soucis dans sa carrière, hein, certainement. Et oui, ici, en parlant du Sixième Sens, vous l'avez compris, je vais parler de tous ces films d'ici la sortie du prochain, normalement en février 2023, si tout va bien. À part évidemment Le Dernier Maître de l'air que j'ai déjà évoqué avec Capitaine Critique, ou Glass et Split, que j'avais évoqué au début de la chaîne, tout va y passer. Et c'est très bien, je pense. Et puis Incassable aussi, c'est vrai que j'en ai déjà parlé d'Incassable, aïe aïe aïe, bon bah c'est pas grave. Mais je vais parler de tous les autres. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa mise en scène, des performances de ses actrices-acteurs, de son twist final, hein, évidemment, tout cela, de la musique, de cette atmosphère unique. Et puis, bah, il ne me reste plus tout simplement qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.